Première fois que je reçois mon ancien dans le business. Ancien fondateur du bureau des goodies et de Cocorico. Et en plus, je crois à l'époque, ça s'appelle pas bureau des goodies. Non. On me dit ça s'appelle Personalizit. Faut Déjà, être je le me dis, seul putain, à quel comprendre. nom éclaté, ils doivent pas être très dangereux. Et donc je fais la commande, le mec me dit ok, fais-moi 1000 bracelets, 1000 gobelets, 1000 trucs. Sur 2-3 mois d'hiver, il me fait plus de 10 000 € de marge. On t'aimait pas, mais on avait quand même le respect de dire, c'est quand même impressionnant la masse de sales qu'il arrive à faire tout seul. J'ai fait une année à 2 millions tout seul devant. Moi j'ai le sentiment, tu vois, Ouais. d'avoir appris beaucoup, pas à l'école, mais en me bagarrant contre vous, en me disant tous les matins dans ma glace comment je vais le niquer aujourd'hui quoi. Un épisode hyper spécial. Première fois que je reçois mon ancien pire ennemi dans le business. Donc, du coup, comme je disais, tu vois, moi je suis en blanc, toi t'es en noir. Donc du coup, les gens sauront très vite qui était le gentil et qui était le méchant. Mais les apparences sont trompeuses. Les apparences peuvent être trompeuses. Franchement, je suis obligé de remettre un peu de contexte. Moi, j'ai une grosse expérience dans le textile. C'est vrai que du coup, j'en parle plus trop parce que ça fait vraiment partie du passé pour moi. Et toi, tu as été également beaucoup dans le textile, tu n'y es plus non plus. Plus du tout. Donc c'est pour ça que comme de l'eau a coulé sous les ponts, on est revenu se parler, je sais même plus comment. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, mais en vrai, ça pourrait faire un épisode hyper gaulerie, qu'on revienne sur ces années de haine, hein, on peut le dire, vrai. franchement, de grosses batailles aussi. Hein, parce que, en fait, franchement, je pense que ce qui va être bien dans cet épisode, c'est de revenir sur les bienfaits de la concurrence et les méfaits de la concurrence un peu trop hardcore. Et un peu de faire en fait, un point sur tout ça. Je pense qu'on a pas mal d'anecdotes qui vont nous revenir. Ça remonte, hein, parce que là, on parle des années. C'est quoi? C'est 2008, 2009 par là? Non, nous c'est 2016 qu'on se lance. C'est Ah, merde. 2016-2022 nous. Ah, mais non, mais je dis de la merde. Excuse-moi, je voulais dire 2018-2019, mais c'est même avant. C'est Du un coup. petit peu avant. Ouais. Ouais. Alright, bah écoute, franchement, Simon, on va commencer classique. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et on va reposer le décor? Allez, avec plaisir. Simon Nabé, 30 ans, père depuis 1 an. Félicitations. Merci, c'est gentil. J'ai 5 ans de retard sur toi, je crois, un truc Ouais. comme ça. Et du coup, ancien fondateur du bureau des goodies et de Cocorico. Ça fait toujours mal, hein, d'entendre cette marque, mais vas-y, ok. Tu vas l'entendre. BDG, ça sonne peut-être mieux pour toi. Donc, bureau des goodies et Cocorico, qui était sur le marché étudiant pour bureau des goodies, Cocorico sur les startups, faisait en gros suite de promo, t-shirt d'événements, goodies pour les soirées ou pour les assos, en concurrence du coup avec Kermesse et Kimono que vous aviez lancé avec Olivier. C'est ça, ouais. Donc, mais nous, vraiment, la grosse concurrence, elle s'est mise du coup sur Kermesse. Donc, je vais remettre un peu de contexte là-dessus. Hein. Moi, j'étais du coup dans le textile depuis 2010. Et je vais pas refaire toute l'histoire parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Mais grosso modo, Kimono, tout le monde connaît, les startups, les PME, les grands groupes. Et aujourd'hui, même Kimono, c'est plus qu'un vendeur de fringues, hein, c'est un culture designer. Donc, les fringues, c'est une partie de la culture. Mais là, vraiment, l'histoire qui nous concerne, c'est plus quand, du coup, j'avais cofondé Kermesse, qui était, du coup, on va dire, un kimono des étudiants. Et quand moi, je suis revenu sur ce marché, je commençais voilà, à signer quelques commandes. C'est vrai que très vite, on me parle d'un nouvel arrivant. Et en plus, je crois à l'époque, ça s'appelle pas Bureau des Goodies. Non. On me dit ça s'appelle Personalizit. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Et Donc tu vas déjà, être je le me dis, seul à putain, quel comprendre. nom éclaté, ils doivent pas être très dangereux, tu vois. C'était un nom éclaté. Et en fait, pour la petite histoire, nous, on lance Bureau des Goodies Personalizit grâce à toi. C'est-à-dire que quand on est en 2e année, on se fait ouvrir, tu nous ouvres sur les suites d'assaut du BDS. On était à Ketch, comme toi d'ailleurs. Ah, Et- c'est quand moi, à l'époque, j'avais monté School Touch. Exactement. On se fait ouvrir. Bref, je me dis, c'est vraiment un marché de cons entre les briquets qui étaient arrivés après les campagnes, les suites, les poches décollées. Le jaune, il était jaune vif au début, puis jaune pipi juste après. Bon, je me dis, il y a un vrai truc à faire. Mais bon, tu connais, tu es étudiant, quand tu es en école et que tu es au BDS, c'est pas ta priorité de lancer un business, tu veux juste sortir. Donc on sort. Et l'année d'après, il y a un mec qui vient me voir, il me dit, toi, t'es juif, non? Je dis, ouais. Parce que t'es juif, Simon. Oui, Salomon est juif. Bon, écoute, tu peux rester quand même. Là, les gens qui n'ont pas la ref vont me prendre pour un gros raciste, Ouais, mais c'est pas grave. Et donc le mec, je lui dis, ouais, dis-moi. Et il me dit, parce que vous, les juifs, vous avez des contacts dans le sentier, non? Oula. Ouh, vas-y. Ça dis. pouvait passer il y a encore Ouais, ça 10-15 passait. ans. Mais Ça maintenant, passait, sera mais un peu c'est ce sera. intéressé, mais ça passait. Ouais. Et du coup, je dis, ouais, pourquoi t'as besoin de quoi? Il me dit, je veux faire 1000 t-shirts, mais je trouve que des prix de fou. Et je dis, dis-moi. Et il me dit, j'ai trouvé 1000 t-shirts, 8 € le t-shirt. Moi, je connaissais pas ce secteur-là, vraiment pas. J'ai pas de contact ni de cousin dans le sentier. Ouais, à d'autres. Hein. Ouais. On sait que Tu vous m'as avez donné tous un rendez-vous contact, dans le hein. sentier d'un autre Ouais. côté.
Et je me dis, par contre, je suis pas plus con qu'un autre. Tu vas chez Zara, le t-shirt, il est à 4 balles. Ça doit pas coûter 4 balles de mettre un logo dessus, quel qu'il soit, surtout par 1000. Donc je me dis, ouais, j'ai des cousins qui sont dans le sentier. On va te trouver un truc et on va te mettre bien, t'inquiète pas. Donc le mec me dit, ok, super. Je rentre chez moi, je fais comme tout le monde, je vais sur Google. Je me tape les 10 premières pages de Google. Et donc je vais chez tes amis de chez Sols et je vois que chez les revendeurs, tu as des prix qui vont de 2 jusqu'à 10 euros. Et je comprends pas en fait pourquoi sur le même produit, la même couleur, la même quantité, avec le même logo, ça varie autant. Bon, j'ai compris après que c'était l'histoire de marge de chacun. Je lui dis, j'ai trouvé quelqu'un à 7 balles, mais il faut que tu commandes tout de suite et que tu payes en espèces ce soir. Est-ce que c'est possible pour toi? Le mec me dit oui. Bon, moi, pas plus con qu'un autre, je vais prendre le mec qui a 2 balles, je négocie un petit peu et je me suis fait quasiment 5000 euros de marge comme ça, étudiant en première année. Je me dis, l'histoire, elle est belle, mais peut-être qu'il y a une couille. Donc, on fait cette commande-là qui se déroule, mais nickel. Tu dis 11 que t'es déjà avec ton pote? Non, je suis tout seul à ce moment-là. Ouais. Je fais cette commande-là sans site, sans boîte, sans nom, sans rien du tout. Vraiment. Tu fais imprimer où, du coup? Je fais. Ah, mais j'en ai aucune idée. Je fais imprimer chez le premier mec que je trouve à moins de 2 euros sur Internet, quoi. Ah Et oui, en fait, en ligne, quoi. ouais, c'est vraiment en ligne. C'est un revendeur. C'est-à-dire que c'est un mec avec qui j'aurais été en concurrence après. Ouais, ok. C'est pas une usine de qui je fais venir des t-shirts parce que bah, tu peux pas en fait faire venir des t-shirts de chez Sols quand t'as pas de boîte ni rien. Et donc, je fais la commande. Le mec me dit, OK, fais-moi 1000 bracelets, 1000 gobelets, 1000 trucs. Je l'ouvre. Et il y a d'autres listes, BDS, BDA, qui viennent me voir pour qu'on fasse les campagnes. Et en fait, sur ce 2-3 mois d'hiver, je me fais plus de 10 000 euros de marge. Kedge, à l'époque, c'est 10 000 euros. Ça fait une année de pays. L'histoire, elle est belle. Ça, c'est clair, en fait. Hein, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous tous, sur ce marché-là, en fait, on voyait des nouveaux arrivants tout le temps. Parce qu'en fait, comme tu viens de le montrer, en fait, il n'y a pas de ticket d'entrée. En fait, aujourd'hui, sur ce métier-là, en fait, de revendeur, tu n'as pas besoin d'avoir de stock. C'est-à-dire que tu prends la commande d'une asso qui dit je veux, ça peut être moins sexy, hein, ça peut être 20 suites. Bah, en fait, juste toi, tu achètes 20 suites, tu les fais venir à un endroit, tu les fais broder, imprimer, tu te fais payer à l'avance. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste ta marge. Donc en fait, c'est très facile de se lancer. Quand on est étudiant, bah, en fait, il suffit de se baisser pour trouver les commandes. Mais c'est après que ça devient plus difficile. Et je pense que c'est là qu'on y reviendra. Bah, c'est à ce moment que tu as essayé de nous avaler à un moment donné. Je sais pas si tu te souviens. T'as Essayé de nous avaler à un moment donné. Ouais, mais ça, c'est un peu après. C'est un petit peu après, ouais. Là, en fait, ouais, nous, on était dans un mode où on se disait, vas-y, en vrai, Alors, parce que moi, c'est ça, tu m'avais connu à l'époque de School Touch, c'était ma première boîte. Et là, en fait, c'est donc bien plus tard, quand nous, on lance Kermesse, du coup, vraiment, c'est une nouvelle marque, nouveaux associés. Et là, en fait, à ce moment-là, moi, j'ai déjà monté des belles boîtes, des beaux trucs, même si je me suis aussi bouffé en beauté. Mais j'ai, on va dire, une plus grosse ambition que de faire la petite boîte d'étudiants et tout. Il me dit, vas-y, direct, franchement, là, on va tout de suite prendre tout le marché étudiant, le scaler, le structurer, et on va être les numéros 1. Et c'est cette place de numéro 1, je pensais, qui nous fera en fait le rester et faire peur, on va dire, un peu à tout le monde. Et mais là, ma stratégie, c'était de dire d'aller chercher tous les étudiants, tous les jeunes qui étaient sortis d'études et qui avaient lancé des trucs comme toi, et de dire, vas-y, on va essayer de les racheter ou même de les incorporer pour même pas avoir 1 euro à payer. Ça a marché pour certains. Avec vous, en tout cas, ça n'a pas marché. Et ça, je pense que ça a été la première brique au truc où on s'est dit, waouh, on va pas être copains, quoi. Parce que, franchement, pendant longtemps, je crois qu'on s'est quand même bien parlé. Hein. Ouais, je crois même que j'ai fait des commandes pour toi, que j'en ai produites, non? Ouais, quand tu avais la piscine. Ah, exactement, quand j'avais l'usine encore. On a fait une commande, pour moi, si je dis pas de conneries, de suite de promo de Neomar Rouen. Ah, si, exact. Où c'est moi qui la récupère commercialement. Alors, franchement, ouais, on avait, tu vois, là, on avait été Là, cool. on avait été intelligent. On était tous les deux dessus. Ouais. Et je te disais, et là, je t'avais appelé, je t'ai dit, écoute, on va faire un deal. Moi, je sais, je suis très bien avec eux. Je sais, j'avais été les voir. Je sais combien tu le fais. Moi, si je fais ce prix-là, je l'ai. Mais on va faire un truc plus intelligent. Toi, tu le vends à ton prix, là. Et par contre, tu fais produire chez moi. Parce que moi, j'avais l'usine. Je pense que j'ai acheté mieux le textile à ce moment-là que toi. Et puis, du coup, je le faisais imprimer directement, quoi. C'est ça. Ah, donc, on avait tu vois, je me rappelais plus de cette histoire. On avait commencé par faire des trucs cool. Il y a eu un truc, je sais plus ce que ça a été. Mais il y a eu un truc qui a cassé les choses. Un jour, je me rappelle, tu m'avais appelé en furie, mais genre, là, il y a eu, je pense, quelques échanges d'insultes. Je pense qu'il y a l'arbre généalogique qui est passé et tout. Et je sais plus pourquoi. C'est dommage, on aurait dû en parler avant le podcast pour s'en rappeler. C'était. T'avais essayé de débaucher un de mes stagiaires. T'es sûr? Ouais, en tant qu'ambassadeur.
qui était le trésorier du BDE de Neoma. Ah, c'est possible Benjamin ça. Amrani s'appelait. Waouh, putain, la mémoire. Euh, Ah, lui, je l'ai fait bosser En dans vrai, mon c'est salon possible. à la maison quand on s'est lancé. Je me rappelle bien de lui, t'inquiète pas. Donc en vrai, ouais, c'est possible. Mais en vrai, vas-y, avant de revenir à ça, Ouais. revenons en fait à comment vous passez d'un petit truc, un petit truc étudiant pour faire un peu de cash à une vraie boîte. Et donc, bah, de ce truc-là, moi, j'arrive euh, à gagner plutôt bien ma vie pour un étudiant, mais je dois partir en Inde pour mon échange étudiant. Et bon, 10 000 euros, c'est top, surtout en quelques mois pour un étudiant, mais tu fais pas une école de commerce pour 10 000 euros tout de suite. Donc, l'objectif, c'est d'avoir mon diplôme, je dois faire mon mémoire, je dois partir en Inde, et j'ai quand même pas envie de passer à côté de ce qui peut rentrer en plus. Donc, je suis en coloc avec Nico, que tu connais. Je lui dis, écoute, viens, on s'associe, je te donne 50% des parts, tu le gères pendant que je suis pas là, on fait moitié-moitié sur les gains, et puis on voit ce que ça donne quand je reviens. Donc, on fait les listes de l'école, etc., mais on le fait vraiment n'importe comment. À ce moment-là, comme on bosse avec des revendeurs, ils gèrent les dossiers, ils gèrent les logos, ils gèrent les polices, ils gèrent tout ça. Donc ça va, on n'a pas trop de problématiques de qualité et autres. On s'appelle encore Personalisite à ce moment-là. Mais je pense qu'en fait, tu t'es vite rendu compte que en fait, faire une commande, deux commandes, trois commandes, 10 commandes, c'est cool. Mais en fait, dès lors que tu commences à en avoir 15, 20, 30 en même temps, ce que les gens doivent se rendre compte, en fait, c'est qu'il y a tellement en fait, d'étapes et c'est tellement chronophage. Genre, c'est pas juste je prends une boîte d'allumettes et je te la mets dans un carton. C'est tu prends le t-shirt, faut imprimer le logo et en fait, tu peux envoyer le même t-shirt avec le même logo PDF que tu envoies par mail à 10 imprimeurs différents. Tu vas avoir 10 t-shirts différents. Tu en as 3 qui vont pas respecter les dimensions. Tu en as 4 qui vont pas respecter la colorimétrie, non? Ouais, c'est ça. Ouais, un truc comme ça, voilà. Enfin bref, c'est ça en fait qui est un peu l'enfer dans ce métier, quoi. Ouais, puis même au sein d'une même commande, tu peux avoir une couille sur 10 et 10 nickel. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, voilà, c'est tout. C'est un agent. Vas-y, il a loupé 10 t-shirts, il a envie de rentrer chez lui, il s'en bat les couilles, il les plie quand même et il les met dans le carton, Ouais, quoi, c'est tu ça. vois. Et donc à ce moment-là, on s'associe. Ça se passe bien jusqu'à l'été. Et l'été, je lui dis, OK, maintenant, faut qu'on passe à l'étape supérieure, qu'on passe à la vitesse supérieure, parce qu'on passe par des revendeurs alors qu'on pourrait se fournir directement à la source. Aller chercher des ateliers de marquage, aller chercher des grossistes, etc. On va améliorer nos marges. Donc il me dit, OK, génial, pas de souci. On fait ça, sauf que nous, on n'est pas du métier. On n'est ni graphiste, ni imprimeur, ni rien du tout. Donc on prend des screens, des logos des étudiants et on les envoie pour leur week-end d'intégration. Nous, on est des commerciaux, donc on gère les week-ends de Neoma. C'est l'année des fusions, donc tu as les deux Neoma ensemble, les deux Kedge ensemble. Ah ouais, c'est ça que c'était cette année-là, ouais. Et on fait pas mal de gros way, Audencia, les grosses écoles. Et on fait n'importe quoi. C'est-à-dire que quand je te dis n'importe quoi, sur peut-être une centaine de catégories de produits, entre tous les way, je pense que tu en as 90% qui ont des conneries. Qui ont le logo qui est mal imprimé, ou c'est pas la bonne couleur, ou la police, elle déconne parce qu'elle n'était pas vectorisée. Bref, en Ouais, fait, tous ces trucs-là, moi, je me rappelle, hein, au début, c'est limite d'envoyer au brodeur, j'envoyais une capte écran, je fais, bah quoi, ça ouais, va pas. bah, tu Et vois. là, on commence à me dire, non, il faut qu'il soit vectorisé. Alors, ok, on va faire comme si j'avais compris ce mot et tout, mais c'est vrai qu'au début, personne, en fait, n'arrive dans le textile, sauf peut-être certains, sauf les juifs, évidemment. Tu sais, Ah oui, mais ça, on a dans le le mec sang. qui va à fond dans le racisme, tu vois. Bah, en fait, il connaît rien, en fait, à tout ça, quoi, tu vois. Et donc, arrive la fin de l'été où le nom Personalisite, et c'est pas plus mal, est complètement blacklisté. C'est-à-dire que sur un campus, personne ne veut entendre Personalisite. On se reçoit des courriers des avocats des écoles, etc. À ce point, Ah ouais, à ce c'est vrai que point. ça va loin, des fois. Hein. Ça va loin pour pas grand-chose, mais c'était aller loin. Donc on se dit, bah, soit on arrête tout, soit on change de nom, et on n'arrive pas à savoir si c'est Nico, si c'est moi qui trouve le nom Bureau des Goodies. Et en fait, c'est presque le nom en tant que tel qui nous dit, OK, ça mérite de continuer, parce que Bureau des étudiants, Bureau des sports, Bureau des Goodies, il y avait plein de boîtes qui se demandaient si on était étudiant ou si on était une boîte, si on était une asso de l'école ou si on était vraiment un fournisseur. Donc tu avais cette ambiguïté qui jouait vachement en notre faveur. Comme on a eu une autre ambiguïté avec Cocorico, où tout le monde pensait que c'est la marque de suite hyper connue, où les gens nous disaient, ah mais je vous ai vu sur M6, c'était top le reportage. Je dis, ouais, Ah, mais attends, pas du tout nous. En plus, tu sais que Cocorico, la marque de textile, Ouais. c'est le fils Charles qui a fait ça, qui est le fils de mon ancien patron, avec qui, du coup, on avait fait School Touch et compagnie, quoi. Qui est bordelais aussi, tu vois. Je sais. Ouais. Et du coup, mais ça, je l'ai appris 5 ans plus tard, parce que moi, pour Cocorico... Il a pour dû t'attaquer, non? Non. J'aime un petit courrier. Bon, Jamais. après, ils s'en branlent. Vous Oui, faites ils du sont B2B, lui, on à l'avait sa pas marque, écrit pareil. Ouais. Et pour moi, Cocorico,
C'était un resto cachère de viande dans le 17e, tu C'était vois. avec un K? Ouais. Moi, c'était pour faire Nous, on comme l'avait quoi. réécrit avec un K aussi, Ouais. parce que je savais que Cocorico avec un C, ça existait. Ouais. Bref, mais du coup, on part là-dessus. Et pour revenir sur les étudiants, au mois de septembre-octobre, plus personne ne fait le rapprochement entre Personnisite et Bureau des Goodies. Bah, c'est ça qui est pratique, c'est qu'en plus, comme tous les ans ça change, en fait, ils oublient vite, quoi. C'est ça. Mais par contre, déjà, en tant qu'humain, ça nous plaisait pas de mécontenter les clients. Et avec la merde qu'on s'était reçue, on a tout de suite mis un vrai point d'orgue, tu vois, à satisfaire les clients. Et donc arrive le moment des suites, avec beaucoup de broderie. Et là, tu veux sous-traiter des suites avec de la broderie, c'est une tanasse. Ouais. En termes de délai, en termes de qualité, quand tu fais 20 par 20, en gros, tout le monde te chie dessus. Ouais, c'est ça. Ça coûte vite une tonne. Donc on se dit, bah, tiens, on va acheter une machine, nous. Donc on va au salon, je sais plus comment il s'appelle. CTCO Exactement. à Lyon. Et on était à celui de Paris à la base, le Premium Sourcing, un truc comme ça. Ah, si, c'est vrai. Le Moi, carreau j'avais du pas temple ou je sais pas quoi. Et on voit les machines, super. Alors Nico est complètement contre acheter une machine. Tu m'étonnes. Et moi, je suis complètement pour acheter une machine. Donc le vendeur, il nous attrape. Et je retourne le voir à Marne-la-Vallée ou Champs-sur-Marne, un truc comme ça, pour voir la machine, une tête à broder. Allez, banco, on la prend, cash. En plus, ouais, alors, elle coûte pas très cher, mais bon, t'imagines le temps, parce que c'est ça, en fait, tu parlais que les gens qui ont fait des écoles de commerce, d'ingé ou quoi, voilà, les gros logos comme ça et tout, c'est quoi, c'est 40 minutes ou moins? Non, c'est 1h30, 2 heures. Un Ah gros ouais, à logo ce bien point. rempli, c'est 1h30, 2 heures, ouais. Ah, tu vois, je me rappelais pas de ça. Donc tu vois, 40 minutes, c'est un gros logo qui est pas trop rempli. Ouais. Mais quand même, déjà 40 minutes, c'est assez long. Mais donc, 1h30, ça veut dire qu'en fait, dans la journée, t'en fais 10, quoi. C'est ça. À peine. Et Donc, encore, ta machine, elle a bien tourné. Ouais. Et donc, on n'a pas de locaux à ce moment-là. Pas de bureau, rien du tout. Lui, il est de chez lui, moi, je suis de chez moi. Et donc, on fait venir cette machine chez ses parents. Oh la vache, et que les gens se rendent compte, une machine à broder qui marche, en gros, ça fait ça. Ça Tout le fait temps. ça. Et surtout, quand tu fais des polos, ça colle, parce que tu mets un spray qui colle. Ah là là. Donc, en fait, chez ses parents, il y a de la colle partout. Il y a du bruit tout le temps, tous les jours. C'est le bordel. Dans la chambre de Nico, tu vois plus le sol. Parce qu'il y a du reste de fil par terre, il y a des autocollants, des trucs, c'est un bordel sans nom. Tu veux lancer ta boîte, mais t'as pas envie de te noyer dans des papiers administratifs, ni d'attendre des semaines pour avoir ton cabis. Eh ben stop. Aujourd'hui, je te présente mon fidèle partenaire, Legal Place, l'arme secrète de tout entrepreneur qui veut avancer vite et bien. Moi aussi, je t'avoue, au début, quand je me suis lancé, je pensais qu'il fallait absolument un avocat, des rendez-vous interminables et des centaines d'euros pour simplement monter ma boîte. Eh bah, spoiler alerte, c'est faux et archi faux. Avec Legal Place, tu fais tout ça en 5 minutes chrono et ça te coûte 10 fois moins cher. Efficace. Pendant que d'autres galèrent avec leur statut, toi, tu es déjà en train de tester ton idée et de signer tes premiers clients. Legal Place, c'est simple comme bonjour. C'est un formulaire, tu remplis et ça génère les documents. Tu signes tout depuis ton canapé et tu as un juriste dédié qui gère tout jusqu'à l'obtention de ton cabis. Et bam, c'est déjà terminé. Et en plus, avec mon code HugoBenz, HUGOBENTZ, tout attaché, tu gagnes 15% de réduction sur tous leurs services. Le lien est dans la description. Pas d'excuses, pas de perte de temps. Merci beaucoup à Legal Place. Créer ta boîte, ça ne devrait jamais être un obstacle. Et avec eux, c'est un tremplin simple, rapide, efficace. Merci à Legal Place de soutenir La Chapelle Radio et bonne écoute à tous. Et quand le mec arrive pour l'installer, cette machine qui fait 180 kilos, on n'avait pas mesuré la porte, nous. Elle rentre pas par la porte. Donc il a fallu la passer par la fenêtre, appeler une boîte de déménagement pour la passer par la fenêtre, pour que 2 semaines après, elle soit sortie parce que il y avait plus la place, parce que les parents de Nico, ils en pouvaient plus. Et donc en fait, on a pris derrière des locaux normaux, quoi. Et vous étiez pas en région parisienne? Je crois que Moi, j'étais j'étais venu à vous Paris. voir. Moi, j'étais à Paris et lui, quand on a racheté cette machine, il a dit OK, je vais revivre chez mes parents. Donc il est retourné à La Ciotat, à côté de Marseille. Alors, c'est peut-être pas toi que j'avais été voir, qui avait monté un petit atelier. Vous avez jamais eu d'atelier en région parisienne, Non, vous? jamais. Vous avez pas été directement à Marseille ou un truc comme ça Si. après? Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. Et du coup, en fait, 3 semaines après, on a acheté une impression numérique, on a acheté du flocage, on a racheté 4 ou 5 brodeuses. Comment elle s'appelait la machine impression numérique là? Browser Browser. F2000, Browser F2000. ou Ouais, la F200, Browser. un truc comme ça. Et comment s'appelait la noire après là? GTX? Non. Ouais, si, c'est Browser ça. GX ou GTX? Cornit, pas Cornit, un Non, truc comme Cornit, c'est un autre truc. Cornit, d'ailleurs, c'est une marque israélienne, mais avec la machine, elle coûte genre 180 000 Ouais, c'est ce balles qu'ils et tout. avaient. Et elle pue
Merde, elle pue la vinaigrette, quoi. C'est un truc de ouf. Tu sais, tu lis 180 000 balles la machine, mais t'es au moins une petite odeur sympa, quoi, tu vois. Bon, bref, ça, c'est un autre délire. Ça me refait des trucs, là, de repenser à tout ça, mais quelle emmerde, quoi. Mais bon, bref, donc vous achetez tout ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, alors, moi, je pense que c'est pile. En fait, ce qui a été marrant, en fait, comme momentum, au moment où vous vous lancez là-dessus, c'est le moment où moi, je me relance également Exactement. de base avec la piscine, Mm. donc qui était mon usine d'impression numérique, en disant, vas-y, je fais une business unité étudiante pour revoir en mode labo. Et ça, c'était quoi C'était en 2016. 2016. Ouais, c'est juste avant l'euro. Ouais, juste avant l'euro, exactement. 2007, putain, ça remonte, c'était il y a 8 ans. Et du coup, nous, c'est 1 an après que je me dis, bon, bah vas-y, bah, en vrai, je vais le sortir de la piscine, je vais en faire une boîte avec une marque. Et c'est là que nous, on monte Kermesse. Mais je pense que quand nous, on monte Kermesse, là, nous, on est déjà en mode brouillé, ennemi et tout, quoi. Ouais, Ouais, il y a moyen. je pense. Mais encore une fois, j'ai pas l'élément déclencheur. Ah, c'est dommage. Mais en plus, c'est impossible à retrouver parce qu'en fait, comme c'est vraiment une autre époque, genre, on se parlait pas par WhatsApp, donc il n'y a rien dans le truc. Messenger. On se parlait par Messenger, mais comme tu m'as keblo, du coup, on a tout perdu, tu vois. Et moi, j'ai plus mes mails de l'époque, de la piscine, Kermesse, tout ça et tout, quoi. Bon, bref, on retrouvera pas l'histoire là-dessus, mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait à quel moment vous êtes un peu en mode, vous sentez que vous êtes un petit de ce marché, et le moment où vous dites, ok, par rapport à ce qu'il y a sur ce marché, parce qu'il n'y avait pas grand monde en fait, hein. Il y avait Agence Lifting Batelier qui était là depuis toujours, c'est tout. Ouais. Et en fait, à quel moment vous dites, ok, tout de suite, on va baiser tout le monde. En fait, au début, très honnête avec toi, moi, je bosse à côté. Je suis chez Coca, je suis commercial chez Coca. Ah ouais. Donc, je me lève à 6h. Je commence par les boulangeries de 7 à 8h30. À 8h30, je fais une pause jusqu'à 10h. Donc là, je bosse sur ma boîte. De 10 à 11h30, globalement, je retourne voir des restos. De 11h30 jusqu'à 14h30, je bosse sur ma boîte. Et jusqu'à 16h, je refais Coca et ainsi de suite. Ça, c'est ma vie pendant presque 1 an. Et moi, je t'ai connu quand tu étais chez Coca, du coup. Exactement. Ouais. Et donc, la boîte, elle est en croissance, mais en croissance gentille. Et je me souviens très bien un mois où on arrive, c'est le mois des listes, et on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc là, avec Nico, on est comme des oufs parce qu'on est à deux. Globalement, on produit pas mal de choses chez nous, donc t'as pas de coût, t'as une grosse marge. Je dis, putain, on va devenir riche, c'est génial. Et le mois d'après, en fait, c'est 40. Et le mois d'après, c'est 50, et ainsi de suite. Et on décide de prendre quelqu'un. Et donc moi, à ce moment-là, pour la petite histoire, je prévois de demander ma femme en mariage. Et donc, je prends une assistante qui est censée me prendre des rendez-vous avec 15 assos, 15 corpos dans chaque ville, tous les jours, du 1er avril jusqu'au 1er juillet. Ça, c'est une super idée, tu vois. En 10 piges, j'ai jamais pensé ça. En fait, j'aurais dû faire ça parce que moi, je faisais les deux. Je m'évertuais en fait à aller chercher des rendez-vous. Et en fait, c'est là où notre concurrence, elle a commencé vénère parce qu'en fait, on était le même profil. C'est-à-dire que moi, pareil, je devais envoyer 150 mails par jour et j'appelais la terre entière, quoi. Et en fait, et surtout, quand je savais que tu étais dessus, bah là, limite, il y avait un petit tag, tu vois, il fallait que Mais du coup, je perdais un grave de temps parce que je les relançais tous les jours, etc. Et dès que le mardi, elle me disait oui, le mercredi, parce que toi, tu l'avais rappelé le matin, et bah, tu lui avais retourné le cerveau, et moi, je lui ai rappelé le lendemain. Enfin bref, c'était sans fin. Mais c'est vrai que le côté prendre quelqu'un, en fait, qui est un peu SDR, qui va chercher les rendez-vous, et moi, je fais le closing, ou alors même l'inverse. Que moi, je fasse le SDR, parce que c'est peut-être presque ce que je sais faire de mieux, et quelqu'un fasse le closing, on aurait peut-être dû faire ça. Je crois qu'on l'a fait plus tard, ça. À l'époque, c'était simple. En plus, tu envoyais des messages sur Messenger aux corpos étudiantes. Ils mettaient leur 06 directement sur leur page étudiante Facebook. Enfin, c'était facile. Ils n'étaient pas encore très Insta. C'est 2 ans plus tard où là, par contre, moi, je sais que les sales, ils faisaient tous leurs sales. Là, vous aviez de l'avance sur nous sur Instagram. Ouais. Parce qu'en plus, on avait mis un truc en place avec des raccourcis clavier sur Instagram. Et même des petits robots Python qui tournaient pour envoyer plein de messages à la suite à tous les trucs qu'on mettait dans des Google Sheets, etc. Qu'on reliait avec Make. Enfin bref, des petits amours de goulos, quoi. Ah ouais, non, nous, on faisait tout à la main comme des bourrins. Ouais, c'est ça. Mais c'était... Nous, d'extérieur, on t'aimait pas, mais on avait quand même le respect de dire c'est quand même impressionnant la masse de sales qu'il arrive à faire tout seul. Même moi qui me suis toujours pris pour un bon sales, et j'en suis un bon, mais toi tout seul, parce que comme on parlait avec des gens de chez toi, on essayait d'avoir des infos, tout ça et tout, il disait, mais le mec, il n'arrête pas, quoi. Il est tout le temps en train de vendre, Ouais, et il faisait des chiffres de fou, quoi. Ah, moi, j'ai fait une année à 2 millions tout seul de vente dans la boîte. Alors que moi, je pense que à tout seul, je crois que mon record, ça doit être 1,2 million, 1,3 million, mais c'était déjà beaucoup, tu vois. Et j'ai l'impression que je ne pouvais pas faire plus, quoi.
Et en fait, tu vois, pour répondre à ta question de comment on est devenu d'un tout petit, parce qu'à 30 000 euros par mois sur ce marché, tu es comme les 1000 autres, quoi, entre guillemets. Alors, Tu commences à être sérieux. ouais, sur le marché étudiant en tant que tel, oui, sur Que le étudiant, marché je parle, hein, global, ouais. t'es tout petit, quoi. Restons que sur étudiant, Mm. parce que moi, en fait, limite, quand vous vous êtes, j'allais dire dispersé, c'est quoi le bon mot pour dire dispersé? Diversifié, pardon. Diversifié, ouais. Limite, j'étais déjà un peu sorti, moi, de Ouais, tout ça. Moi, en fait, moi, Kermesse, ça a duré vraiment 2 ans à fond de balle, quoi. ouais. Et tu vois, même Cocorico, tout ça et tout, moi, j'ai pas trop connu, quoi. Donc, je me rappelle pas trop, quoi. Mais donc, à quel moment, en fait, le moment où, en fait, où tu devenais sérieux sur l'étudiant, c'est quand tu dépassais le million. Où là, Ouais, peut-être sur l'étudiant, il y avait peut-être 3 4 boîtes en France qui le faisaient, quoi. Ce qui montre que c'est ça. c'était peut-être pas un marché si gros que ça, en fait. Et donc, en fait, c'est cette année-là où moi, j'ai 7 assistantes, je suis seul. Nico, il est seul avec son apprenti dans le sud. Donc, lui produit seul, moi, je vends seul. Et on passe donc de 275 000 euros à ce moment-là à un tout petit peu plus qu'1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année d'après. Comment? Parce que je vais dans des villes et je signe, en fait, et c'était assez peu fait sur ce marché-là, des contrats d'exclus. Ah ouais, je me rappelle. On sort des contrats d'exclus sur 1 an. Et en fait, on se dit, tu connais les étudiants, tu leur promets le moins cher, ils vont pas te croire. Mais c'est ce qu'ils cherchent. À l'inverse, ils iront pas batailler une fois qu'ils savent qu'ils ont le moins cher. Donc la stratégie de la boîte, ça a été de leur promettre le contrat d'exclusivité le moins cher. Et s'ils trouvent moins cher, on s'aligne. Ah, c'est ça. Mais nous, ça, on avait eu vendre ça. Du coup, on envoyait des faux devis à 0% de marge pour vous obliger à baisser, tu vois. Ça, on l'a fait. On Mm. considérait que c'était le jeu. Sauf qu'en fait, très peu d'étudiants le faisaient. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on faisait des prix très bas dès le début sur les premières commandes, des grosses remises. Puis ils ont pas envie de s'emmerder, en fait, hein. Et voilà. Ça va, c'est pas la commande du siècle. Les 35 suites de l'assaut, ils vont pas faire les mecs, quoi, tu vois. Et puis t'en perds un de temps en temps, c'est pas très grave. Sur 30 assos, bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, c'est grâce à ça qu'on est passé Enfin, on a passé 3 4 marches d'un coup, parce que j'aurais pas pu, moi, aller me bagarrer sur chaque devis autrement qu'avec les contrats. Et donc, quand on passe de 300 à 1 million, j'ai une sale vie. C'est vraiment 6 heures minuit. Ah, ça, ouais, ta vie, là, je l'enviais pas, là, hein, Je tu me vois. marie l'année d'après, il faut que je prenne le plus de cash possible. Et par contre, je me dis, je vais le faire, le million, mais il faut absolument que je documente tout. Et donc, j'écris tout, je processe tout. Je suis tout seul, mais je me fais des process pour moi-même. Je processe tout, tant commercialement que de SDR, que de business development, que de fidélisation, que de comment on passe les commandes en gagnant du temps. Et en fait, tout ce qui m'obsède, c'est comment je fais mieux en moins de temps. Et tu le documentes où? Dans des PowerPoint complètement bidons, Ok. que j'améliore. Tu les as encore? Ah, je les ai tous encore. Tu les donnes à un jeune, là, qui refasse un truc, là. Je Ouais, vais t'as peut-être avoir pas des le droit, problèmes, toi. Ouais. Je vais avoir des problèmes. Non, mais j'ai gardé tout et j'imprime tout dans des lutins. Et dès que quelqu'un rentre, je lui file. Et en fait, le secret, c'est qu'on est passé de ce million à quasiment 4 dans la boîte à 2 millions et quelques l'année d'après parce qu'on a pris 10 personnes d'un coup. Mais ces 10 personnes, elles ont été simples à incorporer parce qu'elles avaient toutes les process, toutes les méthodologies pour aller vite et bien. Et en fait, c'est ça le truc qui a fait qu'on a shifté. Et tu as un autre facteur qui est plutôt propre au marché, c'est que quand tu dépasses le million, bon, bah, tout le monde veut bosser avec toi. Du Des coup, tu fois- baisses les prix textiles, C'est tu ça. augmentes les délais de paiement. Enfin, tu commences à. Quand tu passes ce step, ça peut être mieux. Mais c'est là, en fait, où il faut pas merder. Parce que du coup, tu vois, moi, je sais que c'est souvent à ce moment-là que j'ai merdé. Où du coup, après, bah, tu vas aller encore plus vite. Et là, en fait, ça devient de plus en plus difficile de suivre la renta si Mm. jamais elle est mal assurée, de suivre le cash et tout. Parce que ça reste quand même un métier à la con où on fait quoi? On est entre 30 et 40% de marge quand c'est Mm. bien, tu vois. Mais il suffit qu'il y ait une couille sur la commande, faut la refaire. Et là, en fait, bah, t'es même pas à 0%, tu es en perte sur C'est la ça. commande, quoi. Et en fait, tu peux vite, des fois, en fait, ça peut aller très vite pas dans le négatif, mais dans des mois, en fait, où tu n'as rien gagné, quoi. Et tu as bossé, Mm. tu as perdu des clients parce En qu'ils plus. ont été mécontentés de ta part. Et donc, c'est compliqué. En fait, c'est ça le truc. Ouais. Et C'est pour ça que c'est un peu un métier à la con, l'étudiant. c'est pour ça que nous, on a vendu finalement. Parce que la boîte, quand on la vend, elle tourne bien. T'as spoilé, les gens, ils n'avaient pas encore l'info. On n'a pas vendu. Mais c'est un vrai métier de merde. Je sais Ouais. pas combien vous étiez, vous, de taux de casse. Mais moi, je pense qu'à la J'ai fin. j'ai pas le pourcentage, mais franchement, minimum 10% des commandes se passent mal. Quand je dis se passent mal, ça veut C'est- dire où t'as plus trop le choix, t'as plus d'autre choix, soit de tout refaire, soit de rembourser. Donc en fait, c'est ces 10% de commandes, du coup, qui t'enlèvent facilement 20-25% de marge. Et quand déjà de base, t'es à 37% de marge,
tu rajoutes les coûts fixes des salaires. Alors après, on va pas se mentir, hein, toutes les boîtes étudiantes, hein, c'est beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants, beaucoup de tout ça. Alors même si nous, j'avoue que chez Carmes, il y avait quand même pas mal de gens en CDI. Mais tu vois, en fait, c'est pour ça que nous, en tout cas, à l'époque, parce que maintenant ça va mieux, parce que maintenant c'est devenu beaucoup plus simple. En fait, depuis que tu n'es plus là, il n'y a plus autant d'agressivité, on va dire. Je peux comprendre. Ouais. Bah, puis de toute façon, moi, j'étais plus là aussi en même temps. Donc, en fait, je pense que ça fait beaucoup de bien au marché. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont remerciés. Mais c'est ça, en fait, qui faisait que moi, les 2 premières années de Kermesse, on faisait de la croissance, mais j'avais du mal à être rentable, quoi. Nous, on a toujours été rentable Ouais. et bien rentable. Parce que nous, on grâce à sous-traitait l'usine. tout aussi. Ouais, mais c'est ça. On C'est n'avait pas de l'usine. prod en interne. C'est ça. C'est l'usine qui va nous permettre en fait de consolider ça. Et en fait, quand on passe de 1 à 2 millions, on achète tout de suite un entrepôt à Marseille où on passe de nos 40 plus 3 box de parking où on fait tout et n'importe quoi à 500 mètres carrés d'usine où on rachète encore une session de machines. Donc là, on doit avoir une quarantaine de têtes, tu vois, à broder. On doit 40 avoir... têtes, ça devient sérieux. Ça devient sérieux, tu vois. Mais c'est un tel métier, brodeur. En fait, c'est là où je n'arrive pas à comprendre comment vous avez réussi en fait, à délivrer quand même de la qualité. Quand je vois en fait les vrais brodeurs, même de père en fils, qui peuvent encore faire des couilles et qui t'expliquent que leur principal pain, c'est de recruter des bons brodeurs et de les garder. Parce que, je le répète, tes brodeurs, toute ta journée, c'est ça. Et encore, ça va même plus vite. C'est plus... Et il fait froid et... Ouais. C'est horrible. C'est ça. Tu vois. Et en fait, nous, alors ça a été notre meilleure force et notre plus grande faiblesse aussi, c'est qu'on a eu Nico. Nico qui a fait Kedge avec moi, qui n'était pas brodeur, qui a appris à devenir brodeur, mais qui avait la tête bien faite, qui a tout processé, qui a tout appris, qui a foiré énormément de trucs. Mais bon, une fois que tu foires toi, tu permets aux autres de plus foirer, concrètement. Ouais. Et donc, ça nous a permis de recruter des gens. On a eu la chance de tomber sur une dame dont la boîte de broderie avait fait faillite. Et donc, on l'a prise, elle nous a ramené sa fille, et puis on a formé une copine de la fille, etc. Donc, en fait, on a toujours eu un peu de monde qui nous a aidés. Et en fait, cette personne qui avait 40 ans d'expérience dans la broderie, elle a aidé à former aussi les nouveaux. Ah, mais ça, là, c'est une chance de ouf, parce que c'est un tel métier, la broderie textile, c'est tellement dur que... En effet, c'est une chatte de ouf d'avoir eu cette nana. Ouais. C'est ça. Et donc, en fait, on a une usine qui tourne bien, qui tourne trop bien, parce que 500 mètres carrés d'usine, t'es tout juste dans des choix à la con, parce qu'il y a des choses que tu as envie de faire chez toi, d'autres que tu as envie de faire ailleurs. Tu vends en pensant que tu vas faire chez toi, ce qui est une connerie sans nom, mais en fait, tu vas la faire chez un autre, donc tu fais une commande, tu marges rien. Et donc, c'est le début un peu de la fin. Ça, en effet, le moment où t'es mis chez toi, mis sous-traitance, c'est vrai que ça peut souvent être un peu un bordel, quoi. C'est ça. Et ça, en fait, vous sous-traitiez genre chez qui à l'époque? C'était qui vos partenaires? Nous, on sous-traitait beaucoup alors chez Rolly en tant que tel. Donc c'est en Espagne, c'est directement, non? C'est des Espagnols. Ouais. Eux, ils avaient du coup t-shirt, ils marquaient directement sur le t-shirt. Donc nous, on passait commande chez eux, ils livraient directement chez le client. Pour toutes les commandes de plus de 100 à 150 pièces en broderie chez tes amis de Cocolo, c'est toi qui nous as présenté. Ouais, putain. Et il m'avait filé 0 commission pour ça. Je lui dis, c'est moi qui te les ai apportés. Putain, les enfoirés, quoi. C'est vrai. Quel monde. Et qui d'autre? On a vu bosser avec certains à Rouen et autres, ça s'était pas bien passé forcément. On avait bossé avec les Hongrois, ou alors eux, sur certains types de broderie, c'était vraiment, vraiment pas cher. Mais c'était à minima 500 pièces. Ça, nous, on a été un peu lent à aller à l'étranger pour faire tout ça. Mais parce qu'en fait, à l'époque, juste avant que tu arrives et tout, en fait, il n'y avait pas besoin. Et en fait, le truc, c'est que justement, ce momentum où nous, moi, je me relance dessus, vous lancez. Il y avait aussi Sam qui était après avec moi sur Kermesse qui se lance aussi. En fait, c'est un moment où tout le monde devient très agressif et je trouve que les étudiants aussi se professionnalisent. C'est-à-dire que quand même, le summum, tu te rappelles, c'était la plus grosse commande de France, la commande de Castor, de Kedge. Où là, mais les mecs, en fait, c'était limite moi, j'avais l'impression d'être en appel d'offres devant Leclerc, quoi. Tellement ils nous saignaient, quoi, en fait. Quoi. Nous, on avait arrêté d'y postuler. On y perdait trop de temps pour trop peu de marge. Donc, ça sert à rien, mais oui. Alors après, c'est une asso d'acheteurs, entre guillemets. Mais je trouvais que même les autres, en fait, devenaient un peu plus alertes. En fait, à tous ces éléments-là, il y avait plus, genre, ils gardaient les devis d'avant, ils benchaient, puis comme en fait, ils se faisaient aussi alpaguer par beaucoup plus de boîtes avec des vrais sales comme tous les deux ou d'autres, et ben en fait,
plus ils avaient d'infos, bah, en fait, plus ils étaient érudits sur la question. Et donc, du coup, en fait, c'était beaucoup plus difficile que quand en 2010-2011, je m'étais lancé avec Thibaut, qui va Mm. revenir après, vous verrez dans l'histoire quand on lance School Touch, où nous, les étudiants, bah, tu sais, en fait, à l'époque, limite, les polos, tu sais, ils allaient les acheter chez Pull&Bear et ils les Ouais, faisaient c'est vrai. broder chez le petit brodeur du coin, en fait, quoi, tu vois. Il y avait pas de boîte comme nous, à véritablement parler, quoi. Pas beaucoup, quoi. Et alors, tu as raison sur les écoles de commerce et d'ingé. En gros, tout ce qui est brillant. Et c'était ça, ouais, je voulais y venir. Bah, vas-y, je te Tout ce laisse. qui est brillant, tu as une vraie grosse concurrence. Et nous, notre stratégie, elle est de faire la guerre sur cette concurrence-là, de taper sur les prix, peu importe, mais en tout cas, d'occuper la bande passante de nos confrères, de vous, entre guillemets. Ouais. Et d'attirer un peu avec un chiffon votre attention ici. Et par contre, d'aller voir l'assaut de sage-femme, l'assaut d'infirmière, l'assaut de kinés. géographie, de je sais pas qui. Ouais. Et en fait, toutes les filières un peu moins brillantes, mais qui vont te commander 400, 500 suites de promo où tu vas prendre tes 2-3 000 euros de marge, bah t'en as 100, 200, 300, 400 en France. Ah, mais clairement. Et Et là, ça, personne t'emmerde. nous, pareil, ça, c'était Sam qui avait eu l'idée à l'époque, en fait, d'aller justement les écoles de sage-femme, kiné et compagnie. Kiné, tu vois, c'était un énorme Mm. marché. Et en fait, de se dire, mais. Et tu vois, on s'engueulait là-dessus parce que moi, en fait, moi, justement, j'étais. Vraiment, je voulais absolument avoir le plus de parts de marché possible. La place sur ce marché m'apportait beaucoup. Et vous battre Mm. m'importait énormément. Et du coup, j'ai passé en fait, une énergie folle. Et je faisais passer aussi une énergie folle aux équipes là-dessus. Quand ça me disait, mais en fait, vas-y, en fait, on arrête de s'emmerder sur en fait, les écoles de commerce Mm. et le haut des écoles d'ingé. Parce qu'en fait, quand on veut se lancer dans le textile, qu'est-ce qu'on fait? On tape classement école de commerce ou C'est classement ça. école d'ingé. On les met tous dans un Google Sheet et on commence par le haut. Et donc, en fait, ça veut dire que tout le monde, en fait, est sur les écoles du haut, alors que personne ne va démarcher l'école de kiné de Besançon, en fait. Alors que c'est des vrais gens avec du vrai argent et ils sont autant, en fait, quoi, tu vois. C'est ça. Et Ouais. donc, en fait, quand on commence à vouloir taper tout le marché et se dire, OK, c'est plus juste un truc d'étudiant où on veut prendre un peu d'argent de côté, on veut devenir le numéro un, je dis, OK, bah, je m'enferme pendant 3 jours et je vais sur toutes les bases de l'étudiant. Et je le fais moi-même. Je prends chaque ligne, chaque cursus, chaque filière dans les dom-tom, en Corse, etc. Toutes les filières et je me fais une putain de base de données avec 1800 lignes. Tu as 1800 lignes. C'est-à-dire que dans l'étudiant, il y avait les emails. Non, tu n'avais pas les emails. Comment tu faisais pour les trouver, du coup? Tout à la main. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout à la main, je prenais le nom de l'école, le nom du BDE, et je cherchais BDE. Est-ce qu'il y avait un site internet? Est-ce qu'il y avait un Facebook? Est-ce qu'il Ok, y avait un ouais, donc Instagram? Et je prenais tous les mails que je trouvais. Mais tous, s'il y en avait 15, je prenais les 15. S'il y avait 8 numéros de téléphone, je prenais les 8 numéros de téléphone. Et je le passais en vert clair. Ok. Dès que j'ai fini ça, je les ai tous appelés, un par un, tous les numéros. Et dès que je signais un contrat, il passait en vert foncé. Et mon objectif, c'était de colorer au fur et à mesure ma base de données. La première année, tu as peut-être 400 lignes. La celle d'après, tu en as 600 et 800, etc. Et on c'était était des ça vrais l'objectif. artisans, quand même, hein, parce que putain, maintenant, avec tous les outils on aurait gagné du temps, quand même, hein, franchement. Ouais. Et des tracas. Mais en fait, ça, tu vois, moi, en fait, pareil, là, tout ce que tu décris, bah, en fait, j'étais exactement pareil. Ça, moi, créer des bases de données, tu sais, c'était un peu, des fois, c'était mon spot, tu sais, de 20h à 2h du mat, quoi. Où je faisais que ça, parce qu'en fait, c'est le seul moment en fait, où tu es au calme, et en fait, où tu peux être sur ton ordi à faire juste copier, Ouais, c'est ça. coller. C'est un Et travail après, d'abruti. tu faisais ton travail après pour le lendemain, et par contre, le lendemain, tu arrivais à 9h, et là, en fait, tu pouvais enchaîner parce que tu avais une base de données propre. Mais ça, tu vois, je regrette pas, en fait, d'avoir tapé tout ça à la main pour aujourd'hui, en fait, prendre un kiff et d'avoir Puis plein sur un bouton. d'automatisation de partout. Même si je sais pas comment on aurait fait pour les assos, tout, comment on aurait fait pour Ça paraît automatiser. compliqué quand même. Je pense qu'on Si, est obligé. t'aurais dû connecter des API avec des API, mais ça aurait été complexe. En tout cas, le travail, il aurait été moins quali. Ouais, j'avoue. Je sais pas comment. Bon, il y a sûrement un moyen. Gross nous trouverait forcément une solution, mais donc voilà. Donc toi, tu fais ça, et à un moment donné, là, on est vers quelle année là? Là, on doit être juste avant le Covid. Ah, parce que moi, ça fait longtemps que je suis plus là, hein, avant le Covid. Ah, pas longtemps en fait. Moi, je pense que j'ai vraiment lâché Kermesse 2018, un truc comme ça. Pour moi, l'apogée de notre concurrence, elle est 2018-2020. Ah ouais? Ok. Ouais, et je te vois, moi, partir vers 2019 finalement. Ok, bah peut-être. Peut-être, ouais, 2019, ouais. C'est ça. Oui, si, c'est 2019 parce qu'après, je lance Capsule et Ouais. je vais sur la grande distrib. Après, pendant le Covid, pareil, je suis à fond les masques, kimono, Capsule. Mais Kermesse, moi, c'est plus ma guerre, quoi. Et je crois que vous avez continué quand même à être pas mal en concurrence après avec Sam et ses équipes. Ouais, mais moins.
Ouais. Une guerre moins, une Moins guerre moins toxique. débile, ouais, Ouais. moins toxique. Nous, c'était un peu toxique. Ouais. Et j'avoue, franchement, euh, je pense que tu étais pas mal quand même dans ton genre, mais je pense que moi, quand même, j'étais quand même assez énervé là-dessus. Et je sais pas, en fait, lequel des deux, peut-être, a attisé le plus l'essence, on va dire, là-dessus, quoi. Je pense que c'est moi. Ah ouais? Et je vais te dire pourquoi c'est moi. Vas-y. Parce que moi, au début, la guerre contre toi, c'est une guerre purement d'ego. C'est toi contre moi. C'est ça. Sauf que dès lors que je recrute des commerciaux, la guerre, c'est plus Simon contre Hugo. La guerre, c'est Bureau des Goodies contre Kermesse. La guerre, c'est les gens du peuple contre Kermesse qui investit dans l'image, la culture d'entreprise, kimono, etc. C'est les gentils Bureau des Goodies contre les méchants kimono. Et en fait, vous êtes l'élément qui me permet, moi, de coaguler mes équipes contre un ennemi commun. Ah, tu faisais comme Bernard Tapie quand il arrivait Exactement. dans le vestiaire de l'OM et qu'il inventait des insultes qu'auraient dit les Parisiens sur eux et tout, Mais quoi. c'est ça, mais le mail dont on parlait juste avant, je l'ai imprimé, moi. Ouais. Je l'ai imprimé en 10, je l'ai donné à chacun des collaborateurs, je l'ai mis sur les murs. J'ai inventé des discussions avec toi, j'ai inventé des appels avec toi. Je dis, vous croyez pas qu'il m'a dit ça, l'autre con? Il dit, ah, il t'a vraiment dit ça? T'inquiète pas, regarde, on va le niquer cette semaine, on va les tuer, on va faire plus 10%. Et en fait, il se rendait pas compte, mais t'avais une émulation grâce à cette guéguerre qui était folle. Et ça, c'est le truc. Alors, même si c'est un petit peu animal, presque masculiniste, machin et tout, du truc, c'est quand même un bienfait parce que du coup, en effet, la concurrence, elle booste. Tu vois, c'est comme Michael Jordan qui s'inventait des embrouilles avec les mecs, en fait, pour avoir une raison de plus Mais c'est ça. de surperformer. Moi, je pense que là, par contre, là, et c'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant qu'on fasse cet épisode. Peut-être que mes anciens associés, ils trouveront que c'est une idée débile, mais bon, écoute, ils auront la surprise quand ça sortira. Mais c'était par contre de montrer du coup les méfaits. Et c'est que du coup, par exemple, moi, je me rappelle de plein de commandes, tu sais, qui étaient justement les grosses commandes qui brillaient, des belles écoles, etc., qu'il fallait absolument avoir. Moi, je me rappelle de donner mon go sur des commandes à 40 000 balles, où le coût, c'était 39 000. Donc, il y avait 1 000 euros de marge pour 40 000 euros de commande. Et avec tous les tracas et tous les risques, bon, comme on le dit, hein, il suffit qu'il y en ait 10% de la cam qui soit mauvais, bim, t'es largement en perte. Parce qu'en fait, mon but, c'était même plus de gagner de l'argent sur ce type de commande, c'était juste de vous battre, en fait, quoi. Et ça, par contre, c'est ça qui est mauvais, quoi. Tu vois, ça me fait penser à une anecdote. Vas-y. Quand je me suis marié, donc des gens l'ont compris, traiteur cachère, on se marie dans le sud, nous. T'en as deux. C'est pas dur, t'en as deux. Je vais voir l'un, celui avec lequel ça fit le plus, et je commence à négocier et je le bluffe. Et à un moment donné, il me dit c'est impossible. Je dis comment c'est impossible? Il me dit c'est impossible que l'autre t'ait fait ces prix-là, c'est impossible. En gros, tu comprends qu'ils se sont mis d'accord sur les prix, et donc de temps en temps, c'est l'un qui va travailler, de l'autre, c'est l'autre qui va travailler, mais ils vont pas partir à se tirer dessus sur des prix et à faire baisser leur marge. Et tu vois, c'est à ce moment-là où je me suis dit, tu vois, on a tous perdu en marge et finalement, on a tous fait beaucoup de chiffre Et on aurait d'affaires. pu se partager les écoles. Il y en avait C'est ça. tellement. T'imagines, parce que moi, en fait, moi, encore une fois, je me rappelle mais de ces heures passées, même de ces déplacements. Je me rappelle un jour d'un déplacement que j'avais fait pour aller voir les mecs du BDE de l'ESCP. Parce que, en fait, j'étais sûr de gagner. Et en fait, un jour, ils me disent, bah non, on a reçu tel devis. Je fais, putain, je suis sûr que c'est le bureau d'égoïsme. Oui, c'est eux. Simon Abbé qui vous a appelé. Oui, c'est Simon Abbé et tout. Je suis, ah putain, enfoiré. Je vais me déplacer. Je m'étais déplacé. Et tu avais quand même gagné la commande parce que tu avais fait un prix. En fait, je ne savais même pas comment tu avais fait. Moi, je faisais mes calculs. J'étais en négatif, quoi. Donc, je me dis, bon, bah écoute, franchement, tu vois, là, j'ai perdu un maximum de temps. Je me suis déplacé et tout. Alors qu'en fait, encore une fois, j'aurais pu aller chercher l'école de kiné de Aix-en-Provence que je n'avais sûrement pas appelé à ce moment-là pour faire en fait la même commande, quoi, tu vois. Alors, tu vois, c'est ça aussi où c'était bien, je veux dire, la concurrence, avant de revenir sur les méfaits, mais sur le côté bien, je pense que toi, comme nous, on a quand même réfléchi à tout ce qui était ingénierie des contrats, ingénierie des partenariats, comment tu vas créer des partenariats avantageux pour les étudiants, comment tu vas marketer ton offre, comment tu vas proposer tes services de telle sorte à ce que nous, on te batte toi. Et inversement, je pense qu'on a proposé des trucs qui étaient quand même vachement poussés. En tout cas, moi, j'ai le sentiment, tu vois, Ouais. d'avoir appris beaucoup, pas à l'école, mais en me bagarrant contre vous, pas en regardant des tutos, en me disant tous les matins dans ma glace comment je vais le niquer aujourd'hui, quoi. Et ça aide. Alors, les étudiants, ils en ont bien profité en termes de prix, mais je trouve que ça a été quand même pas mal, tu vois. On s'est tiré Ouais. aussi vers le haut sur pas mal de choses. Nous, on était en termes de culture d'entreprise, en termes de branding, d'image, mais des chèvres. On est des vrais commerciaux bourrins. C'est-à-dire que l'image,
on n'est pas bon. Et on s'est aussi beaucoup inspiré de vous. On a été contraint par vous. Ça nous a fait progresser, tu vois. Enfin, mine de rien, tu étais obligé de le faire. Bah, c'est ça, tu vois, par exemple, moi, et là, tu vois, je vais même pas prendre les lauriers de ça, je vais les donner au reste de de mes associés qui, quand moi, je commence à me délester de Kermesse, donc courant 2019, pour me lancer plutôt sur capsule, sur la grande distrib, bah, tu vois, là, en fait, je pense qu'ils profitent un peu de mon pas en arrière pour dire, bon, on va arrêter la stratégie d'Hugo, qui était une stratégie de bourrin d'aller niquer Simon Abbé et le bureau des goodies, qui en fait nous fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout en fait on fait peu de marge pour dire écoute maintenant on a un positionnement, c'est le premium, l'ultra pas premium, bah du coup en fait c'est pas notre cam, on n'y va pas. Et nous on va vendre que des choses qui coûtent cher, qui sont margées et c'est pour ça qu'après on vendait quasiment que du Stanley et d'ailleurs ça a fait du bien parce que je pense qu'il n'y a jamais eu autant de Stanley qui ont été vendus depuis, bah, du coup, depuis le Covid sur le marché étudiant, alors qu'avant, il y avait très peu de Stanley Stella. Ça, pour que les gens comprennent, Stanley Stella, c'était... bah, ça, par exemple, ce textile-là, c'est du Stanley Stella, c'est-à-dire du textile premium qu'on peut mettre tous les jours, alors que quand tu vas chercher du textile plutôt publicitaire, bon, bah, c'est bien quand tu es au BDE, au week-end d'inté, là, tu ne le mettrais pas pour tous les jours. Quoi. Voilà. Mais donc, en fait, et nous, je pense que c'est à ce moment-là peut-être où tu as moins vu Kermesse en face de toi. Parce que bah, forcément, on était un petit peu peut-être sur des marchés différents. Quoi. Nous, tu vois, c'est un peu notre stratégie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on achète très bien et que malgré le flou qui entoure un peu ce que vous dites, on sait que vous n'avez pas d'atelier, à vous en tout cas, et que vous sous-traitez. On ne sait pas si vous avez des parts dans certains ou pas, mais en tout cas, on sait qu'on achète mieux que vous et que quand vous êtes à 0 de marge, nous, on est à 1. Quand vous êtes à 1, nous, on est à 2. Donc, on peut survivre plus longtemps que vous. Et notre objectif, tu vois, dans cette guerre débile, c'est de vous chasser. Ce qui se fait. Sauf qu'en fait, vous, quand vous partez, nous, on prend un peu plus de place. Mais il y a un autre mec qui arrive. Et c'est ça le problème, en fait, de ce marché-là. C'est que tu as toujours un mec qui remplace. Et du coup, donc là, c'est le moment, c'est un peu du post-Covid ou quoi. Là, on est en 2025. La vente, c'est juste après ou non, il se passe encore quand même du temps là avant que ça se fasse là? Non, il se passe du temps. Juste avant le Covid, nous, on est approché par un très très gros du marché qui veut nous racheter. À ce moment-là. Tu peux pas le dire là devant. Non, je peux pas. Tu le diras en off. Ouais, je te dirai après. Mais en gros, c'est un des gros qui est. Je donne des indices, qui est le meilleur ami de la mère de ma femme. Ouais, on la connaît pas ta femme. Hein. Voilà, mais du coup. On va faire des recherches. Voilà, tu peux faire des recherches, mais je te le dirai. Et en gros, lui me fait comprendre qu'il veut nous racheter. Il nous suit depuis le début et il veut nous racheter à ce moment-là précis. Donc, il y a plein d'échanges, on se fait auditer, on va le voir une fois, il vient nous voir une fois. Et franchement, mettre une valeur sur une boîte textile avec une grosse partie étudiante, c'est-à-dire en fait où il n'y a pas de... Il y a un peu de répétitif, hein, il y a un peu de repeat, mais quand même très peu. Et surtout, il y a une grosse volatilité. Après, il faut que l'acheteur... Bon, je pense que s'il veut la racheter, il s'est un peu renseigné, il le sait. Enfin, c'est difficile de mettre une valeur sur ce type de boîte. En fait, le problème, c'est qu'il met une valeur sur cette boîte assez facilement, mais en la comparant à une boîte normale. Et donc, en fait, il a les freins de cette boîte-là, qui n'est pas une boîte normale, entre guillemets, qui ne sont pas des moins, mais qui sont des non. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne vient pas dévaloriser ton prix, ça vient être des en fait non, en fait non, en fait non. Et donc, la vente, elle ne se fait pas. Déjà, parce que tu as le Covid quand même, on est en mars 2020 à ce moment-là, et parce qu'il nous dit, en gros, moi, si je vous achète, que dans 2 ans, Nico et Simon partent, en gros, j'ai racheté une coquille vide. Ah, mais en fait, c'était ça. Moi, je me rappelle quand on en parlait et tout, on disait, mais en plus, ce truc-là, je sais même pas comment quelqu'un pourrait le racheter. Alors, parce qu'en fait, on se dit, en fait, la boîte, elle était sur vos épaules, en fait, quoi. Ah, complètement. Lui, il faisait toute la prod et toi, tu faisais tout le sales. Donc, en fait, c'était vous, en fait, la valeur marchande du truc. C'est ça. Moi, pour que tu comprennes à cette époque-là, bon, il y a des prix pour tout. Les commerciaux peuvent faire leur devis pour tout. Dès qu'il y a 1% de remise, c'est moi qui vois le devis qui le valide. Je connais tous les prix de tous les produits pour 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000. Je les connais tous par cœur, et à l'achat et à la vente. Tout se fait. Donc, ça veut dire... à ce moment-là, toi, tu disais tout à l'heure je me suis mis 3 jours pour un peu structurer, scaler le truc, machin, etc. Pourquoi à un moment donné, en fait, tu les fermes pas sur les prix ou tu leur mets pas juste une grille de prix en ligne pour qu'ils puissent et leur dire vous avez telle latitude? Parce qu'à ce moment-là, en fait, on est en 2020. Je suis encore, moi, dans la guerre avec Hermès. Je suis encore dans l'esprit de faire le plus d'argent possible et que de toute façon, on est en telle croissance qu'il y aura bien un mec qui va nous racheter.
Ah, c'est fou quand même d'avoir cette certitude parce que alors moi, tu vois, sur le marché étudiant, mais genre jamais j'ai travaillé en pensant à un éventuel rachat, tellement je me disais, ce qu'on fait, ça nous apporte de la valeur à un instant T, mais je vois très peu la valeur en termes d'assets que ça peut être parce que c'est tellement volatile, tu vois. Et Moi, ça j'ai repose tellement sur nous. Parce que j'ai moi, le toujours jour où vu je comme revends, je un me barre. segment à part, tu vois. Ouais, Comme une boîte qui est dans l'objet publicitaire, un Lagardère, enfin Lagardère le vrai, pas le faux de Nice, un vrai qui est dans la com ou dans l'objet publicitaire mais qui touche tout le monde. Se dire, bah tiens, je vais aller chercher un segment de marché qui m'amène 3 4 millions alors que j'ai déjà l'usine. Bon, c'est pas si mal, tu vois. ouais, ok. Ouais, non, mais bah, Nous, de on toute l'a façon, vu comme ça. le futur t'a donné raison. Donc, mais c'est vrai que moi, tu vois, j'y pensais pas du tout en fait à ce moment-là, quoi. Après, tu as aussi ce côté un peu, tu sais, prétention où tout réussit à ce moment-là. Tu te dis, mais en gros, il n'y a rien qui m'arrête. Ouais. Donc tu te dis, ça va se faire, je sais pas comment, mais on trouvera. Donc toi, tu es déjà comme dans une réflexion où tu vas enrober la mariée, quoi. Ouais, ça me fait déjà chier, en fait. À ce moment-là, ça me fait chier. T'as tenu longtemps quand même, hein. Ouais, Moi, tu vois, j'ai fait 2 fois l'étudiant et 2 fois, j'ai tenu 2 ans, quoi. parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est sur un rythme d'embauche et de croissance qui est tellement élevé que tu sais, t'es lancé sur l'autoroute à pleine vitesse, tu peux plus t'arrêter. Ouais, je comprends. T'es bloqué. Donc tu peux plus t'arrêter. Et donc cette vente-là se fait pas. Et l'acheteur nous dit, bon, d'une, il y a le Covid, on se prend et on va se prendre un bouillon. Et surtout, je peux pas vous racheter parce que la boîte, elle dépend trop de vous. Et donc moi, ce truc-là, il me reste en tête. Et je me dis, bah, j'ai un truc qui a une tonne de valeur, mais qui a aussi zéro de valeur. Parce que c'est bien les valos de start-up, les levées, etc. Mais ça a la valeur de ce que la personne en face de toi, elle est prête à acheter finalement. Donc si personne n'est prête à acheter, ça vaut zéro. Donc je me dis, OK, jusqu'à la prochaine personne qui marque son intérêt, mon objectif à moi, il est évidemment de faire de la croissance, mais aussi de faire en sorte que je ne, comment dire, je ne travaille plus entre guillemets, ou en tout cas je sois dispensable. Et donc c'est là où je fais en sorte d'avoir les PowerPoint au lieu que ce soit des trucs illisibles pour moi, que ce soit des beaux trucs que je mets à disposition des salariés, de créer un vrai programme d'onboarding, de formation, etc. Et en fait, je me rends compte que d'une part, je suis dispensable, et d'autre part, j'ai pas besoin de prendre des mecs en CDI ou des gens expérimentés, puisque les supports sont tels que des alternants C'est que de l'exécution, hein. m'apportent plus, c'est de l'exécution. Donc en fait, ça roule, et ça roule. Donc bon, le Covid est un peu chelou quand même si sur l'étudiant on s'en sort bien. Et fin 2020, fin 2021, on est fatigué. On est vraiment fatigué. On dépasse les 3 millions de chiffre d'affaires, mais on est mort complètement. Et donc, on tient, on tient, on tient. On réfléchit à racheter une nouvelle usine, parce que c'était ça le problème. Ah, vous êtes fatigué, donc vous vous dites, on va se mettre encore plus d'emmerde. C'est ça. Ouais, C'est une vraie logique, t'as vu? ouais, Non, mais en fait, c'est fatigué de bricoler tout le temps. ouais. Fatigué de devoir sortir au transpalette les cartons des commandes qui sont arrivées le soir pour rentrer juste à pied le matin et de les re-rentrer le soir pour pas qu'elles prennent la flotte la nuit, quoi, en Ouais, gros. ouais, je pense que les gens, ils se rendent pas compte même à combien de t-shirts on a nous-mêmes pliés pour. C'est ça. Moi, je me rappelle avec Thibaut, quand les agents se barraient à 17-18 heures, nous, après, on se remettait derrière la machine et puis il y en a un qui imprimait et l'autre qui pliait les t-shirts pour les amener jusqu'à 20 heures chez Chronopost à côté de Ouais, c'est ça. l'aéroport et tout, arriver à 18h58, enfin 19h58. Enfin, Et quel enfer. en fait, ça, t'es content de le faire au début. Ouais, c'est chouette. Mais Quand quand t'es ça, plus jeune. c'est ça. Après, quand t'es marié, quand t'as un gosse et tout, Ça dure c'est plus ma trop guerre, ça. et voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut que tu sortes de ce truc-là. Et mars 2022, je m'en souviens, moi je suis encore dans cette optique de se dire faut qu'on arrive à être dispensable, etc. Je pars à Dubaï pour fêter mon anniversaire. Je pars à Dubaï et j'ai Nico qui m'appelle le 5 mars, c'est mon anniversaire, et je l'attends à ce qu'il me dise bon anniversaire. Et là, il me dit ça va pas le faire, moi je vais être papa. Donc concrètement, juin 2022, je suis plus dans l'usine. Là, attention, là, on est en quoi? Mars 2022. Ah oui, donc il te dit demain, quoi. Ouais, c'est vraiment très très proche. Donc je lui dis ok, mais on peut pas tourner sans usine. En fait, c'est trop compliqué, on a trop de Et salariés. trop compliqué de trouver un directeur d'usine? Et Sachant que vous vous considérez comme usine à ce moment-là ou comme atelier? Non, il y a quand même beaucoup, là. c'est le vrai mix bâtard Ouais, entre les deux. ouais, vous êtes un peu entre les deux, quand Où même. t'es short pour prendre un vrai directeur d'atelier comme Thibaut, par exemple, Ouais, dont on sachant parlera. qu'il a mis du temps. Et il a mis du temps. Et on est trop gros pour ne pas en avoir. Donc on est vraiment niqué. Et donc, moi, je fais mes calculs, je réfléchis, c'est impossible à ce moment-là. Ou alors, tu paries ce que tu as fait en 6 ans.
de dire ok, bah on ferme l'usine, on licencie tout le monde, on lâche un chèque à tout le monde, on revend les machines, sachant qu'on est propriétaire nous de l'entrepôt en plus, et on sous-traite tout. Ah, vous aviez acheté l'entrepôt On a carrément? acheté l'entrepôt, ouais. Ce qui était plutôt une bonne idée finalement. Ah, Mais, c'était clairement une bonne idée, ouais. c'était une bonne idée. Et donc je lui dis ok, donc il faut qu'on trouve un racheteur, on est d'accord? Il me dit ouais, en gros, trouve un racheteur. Ok, bon, je trouve un racheteur. Et donc moi j'envoie des MP sur LinkedIn à tous les mecs qui font plus que 10 millions de chiffre d'affaires sur ce marché-là. Je me prends plein de balles. J'ai rendez-vous à Nice, j'ai rendez-vous à Paris, j'ai rendez-vous à Rennes, j'ai rendez-vous à Nantes. J'ai plein de gens qui sont intéressés, mais ça capote. Et un jour, j'ai le racheteur final qui vient vers moi, qui me parle. On va donner son blaze, hein, c'est Ouais, Thibaut. de Thibaut Lavielle Catandia. qui est déjà venu du coup dans le podcast. C'est en fait Thibaut Lavielle qui était celui avec qui j'avais monté ma toute première boîte en 2010, et du coup qui s'appelait School Touch, et qui entre-temps du coup avait racheté cette petite usine tout seul qui s'appelle Katanga, Mm. qui devait faire, je vais pas dire de conneries, mais en tout cas un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Ouais. Et qui aujourd'hui, c'est un mec, Thibaut, qui fait 1 million tous les mois de chiffre d'affaires. Il a une usine du turfu. Bref, c'est une dinguerie. Allez le suivre sur LinkedIn, il documente tout ça. Ça s'appelle Thibaut Lavielle. Et du coup, Thibaut t'appelle. Du coup, il m'appelle. Et moi, je suis un peu partagé parce que vraiment, je trouve pas d'acheteur. Je pense qu'il n'a pas assez pour nous racheter. En tout cas, pas au prix qu'on veut. Mais de toute façon, à ce moment-là, vous voulez revendre que l'usine. Non, non, on veut tout revendre. Ah oui, ok, pardon. Là, oui, Ah, vous êtes, là, vous êtes- Vas-y, nique sa mère. Ouais, en gros, c'est vraiment revend tout, nique ouais. sa mère. Ouais. On l'a créé ensemble, on sort ensemble. Ok. Et donc, on est vraiment en mode, soit on vend, soit en gros, on est vraiment niqué. Et donc, on se Et le faire parle. tourner en vache à lait, c'était pas une. Encore une fois, essayer de le faire tourner sans vous, vous pensez que c'était vraiment impossible. Moi, j'avais réussi mon service. En gros, j'étais en vacances toutes les semaines quasiment. Donc ça allait. La prod, on n'a jamais réussi. Pourtant, moi, j'aurais pensé que ça aurait été le moins difficile, tu vois. C'est aussi une question de personnalité, Ouais, je ouais. pense, derrière. Et donc, moi, je suis pris entre est-ce qu'il a assez, mais il faut quand même qu'il puisse avoir assez, ça serait quand même cool. Et il est en concurrence avec nous. Est-ce que c'est pas de l'aspiration d'information quand même? Ouais, c'est vrai. Quand tu sais, tu es sceptique. Au bout d'un moment, tu sais pas trop ce qui va en être. Et je dis, bon, j'avance. On voit, j'avance. Et en fait, ça s'est fait hyper vite. On a dû prendre contact fin mars, lui et moi. Début avril, on a dû aller le voir à Toulouse, dans son usine. On a dû signer un premier document, genre la semaine d'après, de l'aide d'intention. En mai, on signait un protocole, on rentrait dans l'audit C'est et ouf, tout ça. ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai vu ça, j'étais sur le cul. J'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Et ça s'est signé le 30 septembre 2022. Tu vois, donc il n'y a même pas eu 6 mois entre la lettre d'intention et la signature. Et il y a eu 6 mois pile entre la première prise de contact et la signature. Parce que je suppose qu'il y a. Là, je suppose que. Alors, de toute façon, on va essayer de pas dire des trucs qu'ils peuvent mettre. De toute façon, si tu veux, tu lui redemanderas. Mais l'idée, c'est de pas mettre Thibaut dans l'embarras s'il y a des choses qu'il veut pas qu'on diffuse. Mais moi, je le connais un peu. Je suppose qu'il a voulu mettre quand même le nez sous le capot et tout regarder. Et ça doit être difficile de tout regarder quand. Parce que vous faisiez quand même beaucoup de choses. Il y avait la partie usine. Alors après, ce qui est pratique, c'est que vous aviez tout dans le même bateau. Donc je suppose que vous aviez des bilans, des comptes de résultats qui montraient que vous étiez sur rentable. Et puis C'est ça, ça. c'était bon, quoi. C'est ça. Et surtout, c'est un travail qu'on avait déjà fait. Ah oui, parce que. C'est un travail qu'on avait déjà fait et qu'on avait déjà raté, entre guillemets. Et donc, en fait, entre le moment 1 et le moment 2, on avait réfléchi à comment mieux l'habiller. Tu as parlé d'habiller la mariée, c'est un peu ça, en fait, quand tu vas vendre ta boîte. On ne parle pas de tout maquiller, mais juste de rendre les choses jolies. Moi, à un moment donné, j'arrive bronzé, je reviens de vacances. Je dis à Thibaut, bah ouais, je reviens de vacances, je fais plus grand chose, je t'avoue, en ce moment, maintenant qu'on est en train de vendre. C'est lui, il est en hésitation. Mais il se dit, bah, en fait, le mec branle rien, il sert à rien, quoi. Enfin, Oui, parce que c'était ça, quand même. Moi, par exemple, à sa place, je dis pas que j'aurais pas acheté parce que je connais pas le prix. C'était peut-être une très bonne affaire ou quoi. Mais moi, ma grande crainte, ça aurait été. Mais moi, j'ai peur de ces boîtes qui. Et je sais pas si ça s'est avéré vrai après. Tu vois, après, c'est vos histoires. Mais moi, tous les échos que j'avais, c'est que la boîte, elle reposait quand même beaucoup sur toi, commercialement parlant, quoi, tu vois. Mais peut-être pas sur la fin. non, je pense que c'était pas forcément une erreur de nous racheter. Je te le dis honnête, hein. Il m'écoute pas, mais je lui redirai à l'occasion. C'était pas une. Thibaut, il va écouter, je pense, hein.
Ouais, mais tout ce que je dis, il l'écoute pas. Si je dis blanc, il fera noir. Mais c'était pas une erreur de nous racheter parce qu'il y avait une vraie synergie. Lui, il avait une grande usine qui remplissait pas. Nous, on avait une toute petite usine qui était complètement remplie. On était très bon en vente, lui un peu moins. On était très mauvais en prod, lui, il était très bon. Donc c'était un peu, tu vois, sur le papier, le mariage parfait. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que pourquoi euh, vous avez, genre dans le deal, c'était pas, il y avait pas une obligation que vous restiez, je sais pas, 1 an ou 2 pour la passation, on va dire. Moi, j'ai On, l'impression que ça a été très rapide. on est resté 6 mois hein, quand même. Ah, et 6 mois quand même. On est resté 6 mois, chacun dans un placard concrètement, et on n'a rien fait. Enfin, moi, j'allais au bureau, je prenais des cafés toute la journée, c'était génial. Euh, Dès qu'il me donnait un truc, je le faisais. Concrètement, on est tellement sur des visions opposées des choses que ça lui convenait pas. Donc en fait, il a pas pris en compte ni le travail qu'on lui a fourni de transition entre les Ah, deux. j'avais pas gré, mais en fait, vous êtes en embrouille, en fait, un peu, Oh, non? on est un peu en embrouille. Ah merde, tu sais, je savais même pas ça. Bon, bah, Non, mais on en embrouille soft. En fait, il fait sa vie, je fais la mienne, on s'en fout, on n'est pas en embrouille, ouais. on se parle pas, voilà quoi. Enfin, il n'y a pas de vraie embrouille. Je trouve ça dommage, je pense que lui aussi trouve ça dommage, dans le fond. Je trouve ça dommage que la boîte, elle soit devenue ce qu'elle est devenue. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas voulu qu'on avance ensemble. Tu vois, nous, c'est presque un bébé, tu vois. Enfin, toi, tu as créé aussi des boîtes. Les premières, elles sont plus importantes que les dernières. Quand bien même, celles d'après, elles crachent plus d'argent que celles d'avant, Ouais, alors normalement. même si moi, tu vois, là-dessus, je suis un peu comme tu sais, les apparts ou les maisons. Ouais. Une fois que tu vends, que tu déménages, moi, je m'en bats les couilles. Je Ouais. garde 2, 3 souvenirs, mais pas de regard en arrière. Limite, tu peux tout casser dedans, je m'en fiche, quoi. Et c'est pareil pour les boîtes. Tu vois, moi, dès que j'ai dit j'arrête, ça m'importe un peu moins, quoi. Ouais. Bah moi, tu vois, je suis un peu comme toi sur ça. Mes bureaux des goodies, Cocorico, je m'en fous un peu, et les Hmm. autres boîtes, pareil. Mes bureaux des goodies, il a une place particulière dans mon cœur, on va dire. Très fleur bleue. Et j'aurais bien aimé, tu vois, la voir perdurer, la voir grossir, comme en tout cas ça m'avait été acheté. Parce que moi, je vends, mais on m'achète aussi. Et on m'achète un projet, on m'achète une croissance, etc. Donc un peu déçu. Et voilà, après, bon, dans le fond, on s'en fout. Oui, non, parce que moi, je pense qu'il a bien mené la barque. Et lui, en fait, c'était un bon move parce que du coup, ça lui permettait de faire un gros bond de part de marché sur l'étudiant, d'enlever des gens qui étaient agressifs Mm. commercialement et du coup, les avoir bah, du coup, avec eux, d'avoir une marque qui était quand même reconnue dans les bureaux et tout. Donc, en vrai, je pense que le deal, sur le long terme, il est gagnant pour lui aussi, tu vois. C'est ça aussi. Tout le C'est monde y du gagne, long quoi. terme, de toute façon. Donc, tu vois, il y a pas d'embrouille dans le fond. Oui, oui. C'est, je pense, des regrets, des non-dits. Je suis juste peut-être pas d'accord sur des visions business, quoi, on va dire. C'est ça. Et en fait, bah, tu le connais mieux que moi. Et tu me connais mieux que lui, je pense, maintenant. Globalement, on a des tempéraments, je pense que tu fais pas plus opposés. Ouais, je suis d'accord. Donc, en fait, forcément, on voit le monde dans des couleurs différentes. Sauf que lui, il a sa manière de communiquer et moi, j'ai ma manière de communiquer. Je suis très mauvais communicant. Je dis ce que je pense, toujours. Et si ça te plaît, c'est bien. Tu veux l'écouter, tant mieux. Si tu l'écoutes pas, en fait, je m'en fous. Je passe au sujet d'après. C'est Ouais. pas, c'est pas grave. Et ça, il l'a pas compris. Il a cru que je menais une guerre perso contre lui, alors que moi, je voulais juste l'aider dans le fond. Alors, je communique très mal, mais c'était vraiment dans son sens. Bon, on s'est séparés, c'est comme ça. Et voilà, tu vois. Mais De toute façon, en fait, c'est le jeu. Et après, une revente, dans tous les cas, après, c'est fini, quoi. c'est ça. Oui. Donc on a eu cet accompagnement de 6 mois. Normalement, tu vois, sur le papier, tout était plug and play au bout de 6 mois et ça roulait, quoi. All right. Et donc, du coup, une fois qu'on est dans le textile comme ça, à fond la caisse, de manière très intense, en mode première boîte, on revend. Je vais pas te demander le prix, là, parce que tu le diras évidemment pas. Mais du coup, on a un peu d'oseille, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des vacances ou on se relance tout de suite dans un autre projet? Parce que moi, j'avoue, comme je t'avais sur aucun réseau, moi, j'ai pas du tout suivi, du coup, ce que tu as fait après. Et ben, on prend un peu de vacances quand même, parce Ouais. qu'on est vraiment fatigué. Tu vois, tout le monde voit sur LinkedIn les entrepreneurs, la réussite, les chiffres, les cocktails, les machins. Personne voit les nuits blanches, voit les tracas, voit le stress, voit les départs des salariés, voit bref, tout ce qui va avec la vie d'entrepreneur. Donc ouais, moi je prends des vacances, je pars 2 mois avec ma femme, je pense qu'on fait une dizaine de pays, Putain, stylé. et on termine par les Maldives. Et les Maldives, on est sur une île qui doit faire 800 mètres de périmètre. Et au bout d'une semaine, je fais des tours de Maldives. Je fais des tours de l'île, j'en peux plus, je suis un lion en cage. Et je m'emmerde comme un rat mort. Mais vraiment comme un rat mort. Tu passes de semaines de 70 heures à rien. T'as beaucoup
de tracas et beaucoup de contraintes. Tu n'as plus aucune contrainte, tu n'as plus d'agenda, tu n'as plus rien. Et pendant tout le processus de vente, parce que même si ça a été rapide, ça dure quand même 6 mois, même entre le coup de téléphone au mois de mars et la revente finale en septembre, plus après les 6 mois d'accompagnement, je suppose que là, on réfléchit quand même. On a d'autres idées de boîtes qui nous viennent, non? Ou pas? Tu as plein d'idées. En fait, tu es devenu, comment dire, tu es devenu un peu plus sélectif. La Ouais. première boîte, tu la crées comme ça, elle vient, tu la développes sans ambition, elle se développe, c'est génial. En fait, t'es parti, tu fais de ton mieux, enfin, du mieux que tu puisses et t'avances. Là, entre guillemets, tu as une première boîte, tu as une première expérience, tu as de l'argent, tu as des connaissances, tu veux la boîte, c'est l'idée de ouf, la réalisation de ouf, tu veux aller vite, aller fort, très vite, et donc tu as plein d'idées. Mais des idées, je pense, j'en ai plus de 500. Parce que là, c'était il y a 2 ans, non? Ouais, c'était il y a 2 ans. Là, t'as Il y a relancé un un peu truc ou plus pas il y a 2 encore, ans. là? Ouais, j'ai relancé un truc. Et donc, Et, du coup, c'est? et donc, d'abord, je crée des restos. Ah, ok. Pourquoi? Parce que c'est la solution de facilité et que je trouve pas le truc, tu vois, qui va être la nouvelle licorne ou que sais-je. Donc, je crée des restos avec Nico, mon associé du coup de Marseille. Et comme on est jeune, prétentieux et qu'on a de l'argent, plutôt que d'acheter un resto et de voir ce que ça donne comme tout le monde le ferait, on rachète 2 restos et un labo de cuisine pour externaliser la cuisine. Ça se passe archi mal. C'est-à-dire que d'une, on ne gagne pas notre vie. De deux, c'est des emmerdes sur emmerdes. Et de trois, le chiffre d'affaires, il est comme ça. J'avoue, vous avez quand même choisi le pire C'est truc, le quoi. pire truc. Vous aimez bien les trucs un peu relous, quand même, j'ai Ouais. l'impression, hein. Je crois qu'en fait, on est des besogneux. Ouais, besogneux ou masochiste ou Ou con, cons. je sais Ouais, pas. c'est Ouais, con, je crois. sais C'est pas. con le truc. Bref, et donc du coup, on rentre sur la restauration en mai ou juin. En mars d'après, on est déjà ressorti. On a tout revendu, on s'est barré, on s'est cassé la gueule et tant mieux. Vous Entre avez laissé un guillemets. peu de plume et un peu d'oseille, puis Ouais, c'est voilà. ça. Mais avant que ça devienne trop, bah, tu vois, vaut mieux amputer un doigt que tout le bras. Ouais, Donc ok. c'est un peu la philosophie. Et moi, entre-temps, en fait, je fais du conseil en stratégie commerciale. J'en fais un petit peu, j'en fais un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Et j'ai une quinzaine de clients, tu vois, que j'accompagne sur la première année, et quasiment tous me disent, OK, vas-y, recrute-nous des commerciaux. Je veux des bons, je veux des mecs qui réfléchissent, qui est la dalle, etc. OK, je recrute 1, 2, 5, 10, gratuitement. Tout gratuitement à ce moment-là. Ils me disent tous, OK, forme-les. Bon, moi je me dis, formation, je vais quand même facturer un peu. Et j'ai un copain qui me dit, recrutement, tu leur as facturé combien? Et je dis, moi, zéro, quoi. J'ai pris de l'argent sur le conseil à 1 200 € la journée. Bon, t'as compris que je vais leur faire gratuitement le recrutement. Il me dit, mais tu sais combien ça prend un cabinet de recrutement? Ça prend 20% du Ouais, c'est ça. salaire annuel, non? C'est ça. Ouais. Sauf que moi, je suis sur 20% à ce moment-là. Mais du salaire mensuel. Donc ça te fait une com aller à 600, 900 €. Bon, c'est du boulot de recruter quelqu'un. Il me dit non, non, c'est annuel. Donc, attenant au conseil que je fais, je crée un cabinet de recrutement et un organisme de formation. Ça, pendant 1 an, je l'exploite. Ça s'appelle Atmada, c'est ce que j'exploite encore tous les jours aujourd'hui. Et on travaille, on fait plein de clients, c'est génial, on s'amuse bien, c'est scalable, c'est du service, c'est pas les emmerdes qu'on a connus sur le textile ou sur l'objet. Et j'ai plein de clients qui me disent, vas-y, prête-moi tes commerciaux. Les commerciaux qui m'appellent pour me vendre du recrutement ou de la formation, prête-les-moi. La première fois, tu rigoles. La deuxième fois, tu rigoles. Et la troisième fois, tu rigoles pas. Tu te dis, ok, je rate un truc. Si les mecs veulent que je leur prête des commerciaux, c'est que je rate un truc. Et donc, je réfléchis à comment je peux leur, pas prêter, mais louer des commerciaux ou mettre à disposition des commerciaux. En mode consultant. Alors, pas forcément en tant que consultant, mais en tant que prestation de service. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est de proposer des jours de prospection, des jours de commercial à des boîtes. Ah oui, en fait, c'est de la mise à dispo de SDR, en fait. C'est ça. Ouais, ok. Et donc, en fait, je me dis, mais il y a une vraie logique à utiliser le cabinet de recrutement pour recruter ces SDR, à les former avec l'organisme de formation, à construire la stratégie avec le cabinet de conseil. Et en fait, toutes les filiales un peu du groupe communiquent les unes avec les autres. Donc, je lance ça il y a presque 9 mois, 10 mois maintenant, ça doit faire. Et en fait, ça explose. De la petite dernière filiale du groupe qui arrive, c'est celle qui fait 80% du chiffre d'affaires de l'année dernière, quasiment. Donc, en fait, ça explose. Et là, maintenant, on est une vingtaine de commerciaux dans la boîte. Ok, donc tu as refait en vrai. Moi, je savais pas que c'était développé du coup à ce point. Et du coup, c'est quoi ton ambition avec tout ça? Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, j'ai Et envie. t'habites toujours à Paname, du coup? Ouais, j'habite toujours à Paris. J'ai pour projet potentiellement de partir à l'étranger. C'est une des pistes. Pour l'instant, je fais un peu ce que j'ai pas fait pendant
l'expérience chez Bureau des Goodies, c'est-à-dire de m'amuser. C'est-à-dire que tu te fais chier quand tu fais du Parce que textile. toi, quand même, ça a duré quoi, 5 ans, Bureau des Goodies? 6, ouais. Pendant 6 ans et 6 demi ans, même quasiment. genre, ouais, tu te mets pas de race le jeudi soir, il n'y a pas de déj avec des potes le midi, que dalle, quoi. Ah, que dalle. C'est une vie d'asset. C'est-à-dire que tu te Ouais. lèves à 6 heures, tu charbonnes, tu vas jusqu'à 22h, 23h, minuit. Alors après, on n'a pas fait jusqu'à 2022 comme ça, mais presque. Ouais, Pendant je 2-3 ans, c'est comme ça. Et tu as un objectif en tête, c'est dominer le marché. Ah, c'est ça. Alors que moi, tu vois, moi je monte Kermesse comme 2016. Moi, c'est l'année de la naissance de ma fille. Moi, j'avoue que je bossais beaucoup, mais j'avoue que j'étais pas non plus. Je pense qu'en fait, je devais bosser 2 fois moins que toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et finalement, je suis assez content et fier de l'avoir fait. Avec du recul, je suis pas sûr que ce soit la meilleure Non, c'est juste des que ça tient manières pas de sur le bosser, long tu vois. terme. Complètement pas. Donc c'est pour ça, ceux qui disent faut charbonner 6h minuit, etc. toute ta vie, ok, c'est bien. Fais-le quelques années, après on en reparle. Ceux qui disent non, faut commencer à 10h, finir à 17h, bon, bah très bien si ça te convient aussi. Mais arrêtez de donner des leçons à chacun est différent. Et puis voilà, tu vois. Enfin, Clairement. On arrive, je pense, à la fin du coup de cet épisode. En tout cas, bah, c'est un épisode spécial, mais en vrai, c'était cool. Ça fait toujours plaisir, tu vois, de reparler chiffon, comme quoi c'est ça. textile guy un jour, textile guy toujours. Moi, je me suis quand même promis que j'y retournerai jamais, mais tu vois, franchement, sait-on jamais, peut-être un jour, mais je pense pas quand même. Toi, tu as le droit ou quoi d'y retourner un jour? Et toi, tu penses Maintenant, que j'aurai le droit, ouais. et tu penses que tu reviendras un jour ou Je pense pas. ouais, Je pense pas parce que moi, ce qui m'animait, c'était l'acte de vente. ouais, Finalement, que je vende des t-shirts, de la prestat de service, des formations ou autre, c'est la stratégie qui va derrière qui m'anime. C'est Ok. pas le métier le plus glamour ni le plus rentable, donc il n'y a pas de raison d'y aller. non, clairement. Bon, écoute, c'était cool en tout cas. Bah, Je c'est pense vrai. qu'officiellement, on Voilà. enterre la hache de guerre. Franchement, bah, je peux même le dire, t'as gagné. Hein, franchement, même si nous, on a été pas mauvais, je pense que vous avez été quand même meilleurs sur tout ça. En tout cas, c'était cool de faire cet épisode avec toi. Je vais remercier également Podspace pour ce très joli setup. Le sponsor de l'épisode, je ne sais pas qui c'est, donc, mais je le remercie, hein, on l'aime d'amour. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, un like, un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous pensez de la concurrence, ce que vous pensez de tout ça. Vraiment, toutes vos remarques, vous pouvez les mettre. Également, abonnez-vous, un petit like, ça ne mange pas de pain. Si vous êtes en audio, un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, pareil. C'est très important pour le référencement du podcast. Merci Simon. Merci Hugo. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Bisous à tous mes associés qui ont sûrement adoré cet épisode et que j'invite le diable en personne sur le fauteuil parce que vraiment, qu'est-ce qu'on détestait, bordel, quoi. Mais moi, je suis tellement pas en fait un mec de la haine, de la rancune et tout. En fait, c'était bien sur le moment, mais en fait, à partir du moment où c'était fini... Le match, il est fini. Ouais. C'est ça, t'as gagné ou t'as perdu, on s'en fout. Il est Ouais, fini. voilà, exactement. Allez, vive l'entrepreneuriat, vive la concurrence, vive l'amour et vive la République.